Des livres plein les oreilles. Bonjour à vous toutes et vous tous. Clotilde Sey au micro de Canal M pour vous présenter une nouvelle fois et une dernière fois cette saison, une émission originale consacrée aux livres audio. Je vous rassure tout de suite, durant tout l'été, vous pourrez entendre des reprises d'à peu près une douzaine des émissions que je vous ai proposées dans les 2 dernières années. Alors, donc vous ne serez pas en manque de suggestions, je vous le promets. Pour finir en beauté, rien que des nouveautés cette semaine, des nouveautés d'ici, des nouveautés d'Europe, tout en français bien sûr. Et au milieu, coule comme une rivière, la voix de l'ami Gérald Cousineau, à qui j'ai demandé de lire le prix Nobel de littérature 2024, Impossibles adieux. Quand je dis de lire, je devrais dire d'écouter. Le prix Nobel de littérature 2024, Impossibles adieux, de Han Kang. 9 nouveautés donc pour cette émission et on commence par celle-ci, une Québécoise à 100%. C'est tout chaud, c'est tellement tout chaud que ce n'est même pas encore lancé officiellement. Ce sera lancé le 28 mai prochain, mais c'est d'ores et déjà disponible sur le catalogue de chez Nara, nara.ca, le seul catalogue québécois qui présente des livres audio francophones de toute la francophonie et évidemment à commencer par ceux qui sont faits ici et notamment celui-ci. Et maintenant, une fiction audio originale, écrite et produite pour exister en audio seulement. C'est une production immersive qui transporte, nous dit-on, sur le site de Nara, qui transporte l'auditeur à la manière d'un film sans images. C'est un scénario de Marie-Christine Chartier. Ça a été enregistré au studio Bulldog. Et ont travaillé là-dessus Julien Tardif, Joanie Tremblay, Sarah Boutet, Mathieu Lacourse et pour la musique, David Sénécal. L'histoire, elle est toute simple. Quand une pandémie mène la race humaine à son extinction, une jeune femme, Nora, se réfugie dans un bunker pour survivre. Et après 3 mois passés entre ces 4 murs, plutôt protecteurs, elle décide de risquer le tout pour le tout. Une vie stagnante, après tout, ne mérite pas d'être vécue. Elle s'aventure donc à la recherche de survivants et elle tombe sur qui? Sur Oli, le frère de sa défunte meilleure amie, et le gars qu'elle aime depuis toujours. Alors, il y a à la fois un petit côté très d'actualité, il y a un petit côté romance, c'est très agréable et c'est très bien lu par Léa Roy. Ce livre audio écrit par Marie-Christine Chartier, dont voici un extrait. Au début, on n'y a pas cru. On n'a pas pensé que cette fois-ci, ce serait la bonne. Ou la mauvaise, je suppose. On n'y a pas cru parce qu'on en avait déjà vu des pandémies, des confinements, des isolements, de la prévention. On était rendu plus loin que la panique. L'habitude avait remplacé la peur. Alors bien sûr qu'on n'a pas cru à la fin du monde. L'affaire avec la fin du monde, c'est que c'est censé être quelque chose de gigantesque, de spectaculaire. Un moment que tu vois venir, la peur au ventre. Sauf que c'est pas le cas. L'affaire avec la fin du monde, c'est qu'elle est pleine de « j'aurais donc dû ». Sauf qu'il reste plus personne avec qui les partager. Il y a plus que toi et les parois de ton crâne qui te renvoient tes questions, tes regrets en écho. C'est pas mal solitaire, la fin du monde. Évidemment. Bonne fête, Nora, bonne fête, Nora. Bonne fête, bonne fête, bonne fête, Nora. J'ai 20 ans aujourd'hui. Je suis seule depuis si longtemps que je suis étonnée de ne pas m'être encore inventé des amis imaginaires avec qui célébrer. Mon gâteau est une canne de thon dans l'eau, mes chandelles une allumette, mon cœur une boîte vide sans cadeau. Ça fait 3 mois que je suis ici. C'est si peu et si long en même temps.
Mon beau-père était un survivaliste. C'est grâce à lui que je suis encore là. J'aimerais qu'il soit présent, au moins pour pouvoir m'excuser d'avoir ri de lui à l'époque où être survivaliste était quelque chose de gênant. Un survivaliste, c'est une personne qui se prépare pour le pire. Ça amasse le plus possible de bouffe, de médicaments, d'eau potable, d'armes, name it. On se moquait, nous, de Martin, mon beau-père, quand il descendait ses petites cannes au sous-sol, quand il préparait son setup pour la fin. Je riais le plus fort de tous et je lui lançais des trucs du genre « Hey, voyons donc, Martin, tu capotes! » Il accusait le coup sans broncher. Même ma mère souriait un peu. Sauf que ma mère, elle l'aimait beaucoup, Martin, donc elle riait doucement, en silence. C'était un petit rire d'amour, quelque chose d'attendri que je comprenais pas encore. Moi, je me moquais de lui parce que c'était mon beau-père. Parce que ça faisait seulement 2 ans qu'il faisait partie de ma vie. Parce que j'avais tout le temps du monde pour améliorer ma relation avec lui. Je voulais prendre le temps de le haïr comme il faut avant d'apprendre à l'aimer pour vrai. J'aurais donc dû l'aimer plus vite, hein? Vous voyez, c'est comme ça, la fin du monde. J'aurais donc dû, encore et toujours. La solitude me pèse aujourd'hui, jour de fête, plus que les autres. C'est con, je sais même plus pourquoi je le compte encore cet anniversaire-là. En fait, je sais pas pourquoi je choisis de rester en vie. C'est fucking intense comme pensée, là, je suis au courant. Mais c'est la vérité. Je sais pas pourquoi je veux survivre, outre le fait que je veux pas mourir. Je pense que c'est ce qui fait que j'ai l'impression de vivre une éternité entre 2 battements de cœur. Je suis descendue ici, j'avais 19 ans. J'en ai maintenant 20, mais j'en ai aussi 150. C'est très bien fait, très bien écrit, très bien lu, très bien enregistré. Bref, c'est un livre audio de très très bonne qualité que vous pouvez vous procurer dès maintenant, je vous le disais, sur le catalogue nara.audio. Si vous faites nara.audio, vous tombez directement sur eux ou encore nara.ca. Vous allez également tomber sur ce catalogue québécois. Si je vous dis Neige Sino, évidemment, ça va vous dire quelque chose puisque c'est celle qu'on a pu découvrir grâce à Triste Tigre, il y a maintenant 1 an, et qui nous arrive cette année avec un récit initiatique, on pourrait le dire ça comme ça. C'est le récit d'un voyage au Mexique de 2 jeunes femmes. Il y a Netcha, qui est celle qui est à la narration, et Maga, qui est une amie espagnole. Il y a une vingtaine d'années, c'est un voyage qui va les mener sur les traces d'un dénommé Marcos, qui est un sous-commandant, en quête d'un village du Chiapas. C'est justement le village qui s'appelle La Realidad, où ce dernier aurait vécu. Alors on va les suivre au fil de cette trajectoire où rien n'est prévu, où rien ne va d'ailleurs comme ça aurait dû aller. On n'est pas du tout dans Triste Tigre, vous savez, cette réflexion menée autour des viols à répétition qu'a subi Neige Sino et qui a raconté tout ça, a subi aux mains de son beau-père alors qu'elle avait entre 7 et 14 ans. Non, là, c'est vraiment c'est comme un diamant brut, nous dit ici une des lectrices de Babelio. On va explorer avec ces 2 filles le Mexique où elle vit, Neige Sino, depuis 20 ans. Je vous propose un extrait tout de suite de ce voyage initiatique-là et on retrouve l'écriture qu'on a tant appréciée de Neige Sino dans Triste Tigre. Extrait donc de La Realidad. Ça a commencé par une histoire de livre. Moi, je ne voulais pas les prendre. Mais Maga a tellement insisté que j'ai fini par céder. Dans nos sacs à dos, on avait mis le moins de choses possible. On partait pour 3 mois. Il valait mieux voyager léger. Elle avait quand même réussi à caser 2 gros volumes de théorie marxiste qu'elle voulait faire parvenir au sous-commandant Marcos. La façon dont elle a mené cette affaire de livre dit beaucoup de sa personnalité. À l'époque, il me manquait des éléments pour vraiment la connaître, mais j'ai quand même compris que je ne pouvais pas lutter.
On s'était rencontrés quelques mois auparavant, dans un café du campus de l'Université du Michigan. Un autre prof de langue nous avait présenté. « Il y a une fille qui est arrivée ici pendant que tu étais en France, » m'avait-il dit. « Tu vas voir, tu vas l'aimer. » Elle n'avait que 2 ans de plus que moi, c'est-à-dire 27 ans, mais elle avait déjà beaucoup voyagé. Avant de l'aimer, elle, j'ai aimé sa fougueuse énergie. J'ai aimé en elle tout ce qui m'était étranger, son extravagance, son assurance, sa sauvagerie. Elle me déroutait. J'essayais de comprendre comment fonctionnait son laboratoire mental pour qu'elle en arrive toujours à des conclusions si inattendues. Elle était imprévisible. Elle était libre. Certaines des idées qu'elle se mettait en tête pouvaient sembler absurdes à première vue, mais elle les malaxait tant et si bien, comme s'il s'agissait d'un bloc d'argile, qu'elle finissait par changer d'aspect et ressemblait de plus en plus à des propositions parfaitement cohérentes. Ou du moins, c'est comme ça qu'elle me les présentait à moi, qui suis sensible au charme de l'argumentation. Au début, je ne comprenais pas de quoi il s'agissait, ni ce qu'elle voulait, mais petit à petit, elle me faisait entrer dans son monde, et je finissais par partager ses idées comme si c'étaient les miennes. C'est ce qui m'est arrivé avec les livres pour Marcos. Pourquoi pas finalement, j'ai pensé. On ne sait jamais. En supposant qu'on arrive à le rencontrer et à lui remettre ses bouquins, il pourrait peut-être lui servir. Après tout, avant de rejoindre les Indiens insurgés du Chiapas dans les années 80 et de devenir sous-commandant de l'armée de rébellion zapatiste, c'était un professeur de philosophie avec une formation marxiste-léniniste. Il ne devait pas y avoir beaucoup de librairies où trouver de la théorie récente dans la forêt lacandone. Ces livres pourraient lui être utiles ou l'amuser, et s'ils ne l'intéressaient pas, ce n'était pas si grave que ça. L'important était de tenter notre chance, de tracer notre route. Caminante no hay camino. C'est en marchant qu'on fait son chemin. C'est ce que disait toujours Maga, et elle me récitait le poème de Machado. Le chemin, en marchant, se fait, et lorsqu'on se retourne, on voit le sentier qu'on n'empruntera qu'une seule fois. Peu importe si on arrive, où on arrive, la seule chose qui compte, c'est d'y aller. Bien sûr, à ce moment de l'histoire, je ne savais pas encore jusqu'où on irait. Les billets d'avion les moins chers depuis Détroit étaient à destination de Cancun. On avait donc choisi cette ville de la péninsule du Yucatan comme point de départ de notre périple. C'était assez loin des endroits où on voulait aller, mais on avait du temps et les détours ne nous faisaient pas peur. Du Quintana Roo, on est descendu jusqu'au Guatemala, après avoir traversé le Belize, et on a quitté ce pays par son autre frontière, celle de la côte pacifique, vers Tapachula au Chiapas. De là, on est monté dans un autobus pour San Cristóbal de las Casas. Au bout de quelques kilomètres, on s'est fait contrôler par des militaires, qui ont fait descendre les gens qui n'avaient pas de papier. Les migrants sont restés là, au bord de la route, la tête basse, pendant que notre bus s'éloignait. Ce qui est intéressant, c'est que c'est Neige Sino elle-même qui lit le livre qu'elle a écrit, La Realidad, dont vous venez d'entendre un extrait à l'émission Des livres plein les oreilles. Des gens sensibles maintenant, écrit par Éric Fotorino. J'avais 20 ans et j'avais écrit le plus beau roman du monde. C'est Clara qui le disait. Je croyais tout ce que disait Clara. Nous sommes à Paris. Dans les années 90, Jean Foscolani, dit Fosco, s'apprête à publier son premier roman, Des gens sensibles. Saisi par la force de son texte, son attachée de presse de la maison d'édition, dont le nom n'est pas cité ici, s'appelle Clara. Elle remue ciel et terre pour que le talent du jeune homme soit reconnu. Et c'est grâce à elle que Fosco va rencontrer Saïd, un écrivain algérien adulé dans son pays qui dénonce les atrocités commises par les fanatiques religieux. Ces trois-là vont devenir inséparables. Dans l'extrait qu'on entend, on entend parler de Clara. Saïd n'est pas encore là, mais on va comprendre à quel point Clara a été un personnage essentiel pour que Jean Foscolani, dit Fosco, se fasse connaître. Clara n'eut de cesse de me lancer. Charles Follet lui avait transmis un jeu de mon texte. Son avis comptait. Aussitôt, elle avait voulu s'occuper de ce premier roman. Plus tard, je sus qu'elle avait même suggéré son titre.
Aujourd'hui encore, je continue de chercher ce qui, dans ces lignes de débutant, troubla Clara. Je ne relis jamais mes écrits anciens. Mais avec la vie qui passe, je cherche la flamme qu'elle avait perçue dans mes gens sensibles. S'était-elle éteinte depuis? Je me demande souvent ce qu'aurait pensé Clara de mes romans d'après, de mes romans sans elle, sans sa ferveur exubérante, quand mon téléphone ne vibra plus de ses appels, quand le fond de mes poches fut à jamais vide de ces petits billets emplis de promesses et de gloires futures, griffonnés d'une écriture fiévreuse par cet inconditionnel de l'espoir qui croyait en mon œuvre plus que moi. J'étais inconnu. Clara souhaitait y remédier sur le champ. « Je veux qu'ils entendent ton nom », répétait-elle obstinée. Ils, désignant les critiques, les faiseurs d'opinion, le public. Je pensais que nous avions tout le temps, mais s'annonçait à peine. La sortie de mon roman était prévue pour septembre. Clara ne l'entendait pas ainsi. Le lendemain de notre rencontre rue du Samovar, elle me téléphona un peu avant 7 heures du matin. Qui pouvait m'appeler si tôt? Je ne reconnus pas immédiatement sa voix encombrée de tabac et de toux. Une voix qui n'avait pas sommeil. « Je te réveille » demanda-t-elle sans douceur exagérée. Une impression pénétrante m'envahit, qui se confirma jour après jour. Chaque fois que Clara composerait mon numéro, la sonnerie vibrerait d'une façon particulière, insistante, entêtante, comme si ma vie avait soudain dépendu de ce coup de fil strident qui électrisait mon appareil. Je ne te dérange pas, au moins. Son rire avait éclaté dans le combiné, vite enseveli par une vilaine quinte. « Tu ne dors pas » avais-je demandé. Elle avait eu cette réponse. « Je dors vite ?» J'ai encore sa voix dans le creux de mon oreille, et j'imagine le plissement de ses yeux quand elle clame avec fierté. « Je dors vite. Je t'attends ce soir chez moi au 12 rue Campagne 1er. Nous irons ensemble au Saint-James. Où ça? Une soirée dans le 16e, le tout Paris littéraire sera là, tu ne peux pas manquer ça. » C'était un ordre. « Mais je connais personne, » avais-je répondu, prêt à me défiler. « Tu me connais, moi, » avait-elle riposté d'un ton sans appel. J'avais renoncé à invoquer un autre engagement. Elle avait raccroché avec humeur, non sans s'assurer que je serais bien à 7 heures du soir chez elle. J'avais parlé avec un dragon. Elle m'accueillit tout sourire dans son bel appartement, qui me surprit par son classicisme bourgeois. Le parquet en point de Hongrie, les moulures de plâtre, la hauteur des plafonds, une cheminée à manteau de marbre dans chaque pièce, des bibelots vieillots. Cet ordonnancement sévère était troublé par les va-et-vient de Clara. Au pied de son fauteuil de cuir, criblé d'impacts de cigarettes, gisaient des cadavres de livres, tantôt en épreuves reliées, tantôt de simples feuilles éparses répandues sur le sol, estampillées par les auréoles de café renversées ou par les traînées de cendres tombées de ces Dunhill. J'imaginais que mes gens sensibles avaient franchi avec succès le supplice du fauteuil. Extrait des gens sensibles d'Éric Fotorino. Ça aussi, ça vient de sortir. Hein. Tous les livres dont on parle aujourd'hui, c'est vraiment du tout chaud, tout chaud, tout chaud, pour que vous ayez des livres à vous mettre entre les oreilles pendant cet été, quand nous, on fera relâche. Qu'est-ce que j'ai maintenant? Ah oui, le Vendée Globe. Est-ce que vous êtes intéressé par ces courses épiques en solitaire? Eh bien, figurez-vous qu'il existe un livre qui s'appelle « Les histoires incroyables du Vendée Globe » qui existe en audio, qui nous présente les aventures de ceux qui ont réussi, les aventures de ceux qui ont tout perdu, y compris la vie, les aventures aussi abracadabrantes de quelques navigateurs. Et on nous présente aussi la version du Vendée Globe avec l'année 2024, où entre autres, il y avait je ne sais plus combien, on va l'entendre dans l'extrait, 6 ou 8 femmes qui participaient, et notamment une jeune fille de 23 ans, qui a fait l'objet d'un podcast. Et j'avais envie aussi de vous présenter ce podcast. C'est un podcast qui s'appelle « Nouvelles héroïnes, histoire vraie de femmes d'aujourd'hui » et qui s'adresse aux jeunes filles pour leur donner peut-être envie elles-mêmes de se dépasser comme l'ont fait plusieurs femmes avant elles. Il est question d'Adèle, il est question notamment de cette Violette d'Orange, navigatrice. Voici un extrait des 2 livres mis bout à bout. Voilà. C'est la course incontournable pour tout marin solitaire. Depuis 1989, date de sa première édition,
le Vendée Globe, tour du monde sans escale et sans assistance, a fait oublier toutes les autres épreuves dont il s'est pourtant inspiré, pour devenir la référence absolue en matière de solitaire sur un monocoque. L'événement, né d'un simple pari entre amis dans un bar de Sydney, en Australie, est devenu en 35 ans un rendez-vous planétaire, au même titre que le Tour de France cycliste, Roland-Garros en tennis, ou les 24 heures du Mans pour les sports mécaniques. Avec la particularité de tenir en haleine le monde de la voile, et même au-delà, pendant 3 mois. Le 10 novembre 2024, ils seront 40 skippers sur la ligne de départ, dont 6 femmes. Hello, je m'appelle Violette d'Orange, j'ai 23 ans et je me lance pour l'aventure du Vendée Globe. C'est le tour du monde en solitaire, sans escale et sans assistance. C'est 85 jours en mer tout autour de l'Antarctique. Encore petite, mais pas trop quand même, à 8 ans, Violette assiste au départ du Vendée Globe aux Sables d'Olonne. La navigatrice Samantha Davis est là, prête à partir. Violette la regarde avec émerveillement. Samantha s'approche de la petite Violette et lui dédicace son t-shirt. Wow, merci Samantha. Violette le sait, c'est un signe. Beaucoup plus grande, à l'âge de 15 ans, Violette se lance un défi. Traverser la Manche en optimiste. Oui, dans ce bateau minuscule qui ressemble plus à un jouet qu'à un vaisseau des mers. Traverser la Manche de Cherbourg à l'île de Wight. Allez, un coup de gouvernail et c'est parti. La traversée commence dans la pénombre, avec pour seule lumière celle de la lune. Chaque clapotis, chaque éclat d'écume est un murmure de la mer. Au milieu de la Manche, les vagues commencent à être plus importantes. Le contrevent augmente les vagues et elle est obligée d'enfourner 1 fois, 2 fois. Vite, vite, le bateau se remplit d'eau. Il faut que j'écope au plus vite pour que le bateau remonte. Vite, allez Violette, encore un effort. Derrière elle, son papa l'observe, un brin stressé. Oui, parce qu'il la suit en bateau. Il sait qu'elle va y arriver et qu'elle va repartir. C'est bon. Après 10 minutes, elle repart. Ah, soulagée. La Manche est traversée après 15 heures en mer. Violette a goûté à l'inconnu et à l'indépendance, et rien ne pourra l'en détourner. Ce jour-là, elle comprend que son chemin ne sera pas celui des compétitions classiques, mais celui des longues traversées, des océans infinis. Et l'idée d'un tour du monde commence à faire son chemin dans son esprit. Sympathique comme podcast, ça. Il a été créé, lu, tout ça par Céline Steyer. Vous allez retrouver ça très facilement en googlant tout ça. Nouvelles héroïnes, histoire vraie de femmes d'aujourd'hui, racontée par Céline Steyer. J'ai un autre bouquin à vous présenter. Vous avez peut-être vu le film Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan. C'est encore sur les écrans en ce moment. Avant d'être un film et un livre audio, c'était un livre tout court. Une autobiographie signée Roland Pérez, qui existe maintenant en livre audio. L'histoire de ce petit garçon qui vit dans le 13e arrondissement de Paris, dans un HLM. Il est d'origine marocaine, juif séfarade, et ce petit garçon ne peut pas marcher du tout à cause d'un pied beau. Sa mère est très, très, très protectrice et elle l'emmène voir de médecin en médecin. L'amour, c'est comme les bateaux. Le thé était prêt. Et puis j'ai fait des cigares au miel. Et vous allez bien manger un gâteau. Et il les a aimés, les pâtisseries, votre mari, la dernière fois. La litanie reprenait de plus belle. Chaque diversion était autant de temps gagné. Maintenant, ça suffit. Asseyez-vous. Si vous ne l'appareillez pas pour l'envoyer à la maternelle, je ferai mon devoir auprès des services sociaux. Vous m'entendez? Je vous l'ai dit, l'appareillage ne vous coûtera rien. Tout est pris en charge. Mais je veux pas qu'il passe pour un handicapé, mon fils. On peut pas le faire boiter comme ça toute sa vie. C'est pas humain, Madame Fleury. Regardez comme il est mignon, le pauvre. Il ne demande qu'à être comme les autres. Protestait ma mère, des sanglots dans la voix, dans une tentative pour amadouer l'austère bonne femme. Je l'avais vu 100 fois jouer la grande scène du 2. Et digression, montée dans les aigus, effet de manche, larmes, émotion, le tout à la vitesse de la lumière.
L'assistante sociale naviguait sur des montagnes russes. Pourtant, avec sa voix ferme et ses petits yeux qui vous transperçaient, elle ne s'en laissait pas compter, la mère Fleury. Mais de toutes les familles d'allocataires qu'elle visitait au 7 avenue de la Porte de Choisy, l'entêté du 4e restait sa croix. Je connaissais par cœur les manœuvres de ma mère, et alors qu'elle tentait une fois de plus de changer de sujet, « Vous avez vu, Madame Dahan, ça va pas, sa fille, hein? Il paraît qu'elle a encore volé. » Je choisissais ce moment pour glisser du canapé et retrouver le lino de la salle à manger. La traîtresse en profitait pour reprendre l'avantage. « Mais regardez-le, enfin, il a 4 ans et il marche encore à 4 pattes. Il faut faire quelque chose, Madame Pérez. Vous ne pouvez pas le porter à bout de bras toute sa vie. » Remonter dans les aigus. « Toute sa vie? Comment ça, toute sa vie? J'ai vu des docteurs, des dizaines de docteurs. Il va marcher comme les autres enfants, je vous le dis, moi. On va la trouver, la solution. Dieu m'en est témoin. D'ailleurs, j'en vois un autre, la semaine prochaine, un grand docteur. Il a soigné des tas d'enfants comme lui. » « Ah oui? Et qui c'est? »« Le docteur... Oh là 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 là, je sais plus, moi, on en voit tellement. C'est ma fille qui s'occupe des rendez-vous. Je vous jure, Madame Fleury, cette fois-ci, ça va marcher. Je le sais, vous m'entendez? Je le sais. » Lâchait-elle avant d'aller sortir la viande du frigidaire. « Parce que vous comprenez, les enfants vont rentrer de l'école. Et puis ce soir, c'est Shabbat, hein, vous savez. » Sur une demi-heure de visite, elle s'en sortait avec 20 minutes de pirouette. Pourtant, ma mère avait beau être agaçante. Personne ne pouvait lui résister longtemps. Son charme, sa foi, sa force de conviction emportaient tout sur son passage, y compris cette femme aux lunettes sévères, aux chemisiers cadenassés jusqu'au menton et aux collants épais. Agacée, soulagée d'en avoir fini, mais aussi touchée par le dévouement de cette mère, elle quittait une fois de plus l'appartement en lui laissant une chance, avec en prime, bien sûr, les petits cigares fondants soigneusement empaquetés dans du papier alu que ma mère lui avait fourré dans les mains. « On s'est bien comprise, Madame Pérez. C'est la dernière fois. Rendez-vous dans 4 mois. » À peine la porte refermée, ma mère laissait échapper un long soupir sonore et venait me soulever du sol pour me serrer dans ses bras. « Non, pique pas là, mon fils. Maman sait que tu vas marcher. Il va venir, le miracle. Il va venir. » L'amour c'est comme les bateaux. Et effectivement, il va finir par marcher, ce petit bonhomme. Mais pendant 6 ans, sa vie, ce sera une télévision dans laquelle il verra Sylvie Vartan et pour qui il va avoir une passion incroyable. D'où ce titre, Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan. Vous pourrez peut-être aller voir le film, il est encore sur nos écrans, ou sinon lire le livre, ou encore l'écouter dans la version dont vous venez d'écouter un extrait. Comment présenter une dernière émission de la saison sans la partager avec l'ami Gérald Cousineau, à qui je fais parfois des tours de cochon. Il m'arrive avec 1 livre, 2 livres, et puis tout d'un coup je lui dis « Ah, sais-tu, mon petit Gérald, le prix Nobel 2024, par exemple, vient d'être enregistré en audio. Est-ce que ça te tenterait? D'abord que ça te tente ou pas, je voudrais que tu m'en parles. » Et là, à chaque fois, il dit « Ben oui. » Il accepte tout. Alors, Gérald, bonjour, Gérald Cousineau. Bonjour, ma chère Clotilde. Et alors, comment t'as aimé ça, ces impossibles adieux, prix Nobel 2024 quand même, de littérature? D'abord, ça m'étonne qu'elle ait mis autant de temps à être enregistrée en audio. C'est quand même pas son premier roman. Non, mais bon. Les mystères de l'édition. Oui, c'est vrai, sont impénétrables, comme tout le monde le sait. Alors. Et là, je vous préviens tout de suite, ma prononciation du coréen n'est sûrement pas la bonne. Hein. Alors, je vais quand même plonger. Donc, est-ce qu'on dit An Kang ou An Kang? Enfin. Ça s'écrit H-A-N pour ce que je suppose être le prénom et Kang, K-A-N-G. Alors, à partir de là... ce serait le contraire. Apparemment que le premier serait le nom et le deuxième le prénom. Je pense que c'est comme en Chine. Je pense que c'est comme en Chine. Donc, cette dame est née en 1970 en Corée du Sud. Puisqu'on parle bien de la Corée du Sud. Oui. Donc, elle est née en 1970. C'est donc une cinquantenaire, quinquagénaire. Mm-hmm. Eh bien, j'avais bien aimé son roman « La végétarienne ». C'est vraiment le livre qui l'a fait connaître, je pense, dans le monde, parce qu'il avait eu un important prix, il avait gagné un gros prix. Mais c'est une histoire sombre. Oh là là, que c'est sombre, cet univers. Et dans le livre qui nous occupe, évidemment... Impossibles adieux. Qu'en avez-vous pensé, alors?
Eh bien, voilà. D'abord, ça m'a un peu déconcerté parce que Oui. ce roman, c'est un curieux roman, un roman assez étrange. On se promène toujours entre, je dirais, onirisme et la réalité la plus crue, la plus dure. OK. En fait, je commence au tout début. Nous avons un personnage, la narratrice s'appelle, encore là, Ji-On-ga, Mhm. et elle est à Séoul, dans un appartement de Séoul. Et là, c'est curieux parce qu'elle est en train de peaufiner une lettre. Ben, ça ressemble beaucoup à une lettre d'adieu au monde. Bon, Bon, ça ne oui. semble pas très bien aller pour elle. Mais elle ne fera pas la bêtise de se suicider, pas du tout. Même si on pense qu'elle va se diriger vers ça, pas du tout. Et là, elle reçoit un appel de son ami Inson, une amie qui s'est blessée à la main et qui est dans un hôpital de Séoul. Et elle lui demande, comme ça, d'aller dans l'île de Jeju Mhm. pour soigner son perroquet blanc qu'elle a laissé tout seul. Bon, d'accord. Alors, notre narratrice y va, mais au moment où elle arrive dans l'île de Jeju, il y a une tempête de neige, une vraie tempête de neige. D'ailleurs, je souligne tout de suite que la neige joue un grand rôle dans ce roman. Il y en a beaucoup question. Donc, elle arrive dans l'île au moment où il y a une tempête de neige et elle met un temps fou à gagner la maison et l'atelier de son ami Inson. Elle va y parvenir, mais l'oiseau est déjà mort. Ah. Et là, on se demande pendant un bout de temps, est-ce qu'il est mort? Parce qu'on a l'impression qu'après, elle le fait ressusciter. C'est qu'elle rêve beaucoup, cette femme. Elle rêve beaucoup. Et parfois, on ne sait pas toujours, est-ce qu'elle est revenue à elle-même dans la réalité ou elle rêve. Elle rêve beaucoup et quand elle rêve, elle fait souvent des cauchemars. Depuis des années, elle pense, par exemple, à des troncs d'arbres calcinés. On se demande, mais qu'est-ce que ces troncs d'arbres viennent faire là-dedans? Eh bien, elle rêve à des inondations, à des marées, à des troncs d'arbres donc calcinés. Et là, encore une fois, il y a un chapitre où on se dit, elle se met à parler à l'animal. Est-ce que l'animal est-ce que l'oiseau a ressuscité? OK. Il semble que non, mais on est toujours on ne sait pas sur quel pied danser. Donc, on est toujours du rêve à la réalité. Si je ne m'abuse, l'extrait qu'on va entendre, je Oui. pense que c'est un extrait d'un de ces rêves-là, non? Voilà, alors je l'ai oublié. Allons-y. Ah ben d'accord, alors on y va. Au moment où j'avais cru trouver le sommeil, ou plutôt au moment même où je m'étais sentie presque emportée par le sommeil, ce champ enneigé s'était jeté sous mes paupières closes. La neige qui flottait mollement sur des milliers de troncs noirs, ces flocons blancs qui reposaient sur chaque sommet tronçonné, m'avaient paru aussi vifs que dans la réalité. Sans que je sache pourquoi, mon corps s'était alors mis à trembler. Comme saisi par un violent sanglot, mais sans larmes sur mes joues, ni même dans mes yeux. Était-ce un frisson d'horreur? Était-ce un frisson d'angoisse ou de douleur? Rien de tout cela. Une sorte de réveil glacial à vous faire grincer des dents. Une gigantesque épée invisible, sa lame d'acier si lourde qu'aucun mortel n'aurait pu la brandir, semblait flotter dans l'air et menacer mon corps. Allongé sur le sol, je lui faisais face. Et pour la première fois, je m'étais dit que cette marée furieuse qui montait pour arracher les ossements aux tombes ne représentait sans doute pas les victimes du massacre, ni les temps douloureux qui suivirent. Il s'agissait peut-être d'une prophétie personnelle. Que cet endroit, avec ses tumuli noyés, ses sépultures silencieuses, me donnait à voir ce que serait ma vie. Ma vie maintenant. On est mis sur la piste. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle parle de massacre. C'est ça. Parce que dans la maison d'Inson, elle découvre plein d'archives. Parce que je ne l'ai pas dit, mais Inson a été pendant longtemps une documentariste. Et elle s'est transformée en ébéniste. Donc, elle a accumulé beaucoup d'archives. Et ces archives parlent de quoi? Ils parlent d'un moment très dur, très douloureux de l'histoire sud-coréenne, la mort de 30 000 civils fusillés par l'armée et les miliciens, encouragés en cela par l'armée américaine d'ailleurs, en 1948 et 1949. J'avoue que j'avais oublié ce passage de l'histoire sud-coréenne. Donc 30 000 civils de l'île de Jeju, c'est comme ça que s'appelle l'île sur laquelle vit Inson, ont été fusillés et ont été entassés un peu n'importe où, entre autres dans les galeries de mines. Et là, on a droit à des passages assez durs, là. Oh là là, parce que l'eau finit par rentrer dans ces galeries de mines, et là, les ossements se déversent. Incroyable, incroyable. Et c'est ça qui va vraiment donner,
pas un sens, mais qui va donner une nouvelle direction au roman, dans la deuxième partie, qui s'appelle d'ailleurs Nuit. Et c'est beau à quoi j'ai pensé. Quand j'ai vu le titre de la deuxième partie, j'ai pensé à Nuit et brouillard. Ah oui. Le rapport peut-être, mais parce que c'est vraiment là où on apprend les détails, on apprend plein de détails sur ce massacre, parce que c'en était un vraiment. Les Américains avaient une peur bleue que le communisme gagne du terrain en Corée du Sud. On n'est pas loin de la guerre de Corée, là. Donc, ils avaient encouragé l'armée sud-coréenne à massacrer tous les gauchistes, entre guillemets. Et là-dedans, il y avait évidemment des enfants. Donc, 30 000 civils y ont goûté. C'était le 10e de la population de l'île de Jeju, où vit maintenant notre ami Hinson, les bénistes. Donc, c'est vraiment ça qui prend la place dans le roman. Et on se dit, mais c'est vrai, comment fait notre amie Jonson, mais elle s'est rendue à l'île par amitié, parce que ce roman-là, c'est aussi une ode à l'amitié entre ces deux femmes, et c'est aussi, et je dirais peut-être plus encore, un cri contre l'oubli. Il ne faut pas oublier cette chose, il ne faut pas oublier, parce que qui en parle aujourd'hui, je ne suis pas sûr. Est-ce que c'est enseigné en Corée du Sud? Je ne sais pas. Mais le roman, c'est un véritable cri contre l'oubli. Et ça, je pense que c'est bien rendu. Mais il faut s'accrocher parce que, encore une fois, quand on n'a pas le livre papier, et là, on passe du rêve à la réalité, on ne sait pas trop. On ne sait pas trop si on est sorti du rêve ou si on y entre. Mais bon, après 2 écoutes, je me suis fait à l'idée. Mais quand même, c'est un beau livre, très beau livre, mais évidemment, c'est pas très gai, mais c'est courageux. Mais on comprend mieux quand vous soulevez tout ça, et notamment le fait que tout d'un coup, on découvre ou on redécouvre cette période sombre coréenne. Oui. On comprend mieux aussi pourquoi elle a obtenu le prix Nobel de littérature avec ce livre-là, Impossibles adieux. Peut-être qu'elle a réveillé un souvenir que bien des Sud-Coréens ne veulent pas réveiller, je ne sais pas. Mais c'est ça, on se promène toujours entre le fantastique et la réalité la plus concrète, donc le massacre en question, là. Oui, pardon, allez-y. À mon avis, c'est un livre courageux, comme d'autres livres dans d'autres pays qui ont dénoncé telle situation. Mais vraiment, si vous ne connaissez pas Han Kang ou Han Kang, je pense que vous pouvez quand même vous attaquer à ce livre-là. Vous ne vous ennuierez pas, mais je vous préviens, c'est quand même dur, c'est quand même sombre comme histoire. Mais il ne faut surtout pas oublier ça. Et je reviens à la végétarienne, parce que cette femme-là, dont à chaque fois on oublie le nom, La végétarienne, un roman que vous aviez d'ailleurs découvert, a quand même obtenu l'International Booker Prize en 2016. C'est pas n'importe quoi. Et la madame ensuite reçoit le prix Nobel de la littérature. C'est... Non, mais attendez, là, on a sûrement à faire, parce qu'évidemment, c'est de la traduction. Mais j'imagine que ça doit être très bien traduit, parce que... Oui, il y a même des passages qu'on pourrait qualifier de poétiques. Oui. Alors, parfois les rêves se font carrément poétiques. Mais encore une fois, cette dame, je rappelle qu'elle a gagné le prix Médicis étranger pour Impossibles adieux. Et un an plus tard, donc en 2024, le prix Nobel. Je ne savais pas qu'elle était sur la liste des prix Nobel, des nobelisables, comme on dit là. Mais elle l'a gagné. Je pense que c'était la première femme asiatique, apparemment, à remporter le prix Nobel de littérature. Première femme asiatique. Vous comprenez bien pourquoi, tu comprends bien, cher Gérald, pourquoi je t'ai demandé quand même de lire. Oui, de te torturer avec ça, parce que je trouvais que ça ferait l'objet quand même d'une très belle chronique, parce qu'effectivement, on se demande comment ça se fait que ça a pris autant de temps à être enregistré, mais maintenant, ce l'est. Donc, quand j'ai vu ça, je me suis dit, oh non, ça, il n'y a aucun doute possible. Alors, voilà. Donc, mon petit Gérald, merci encore une fois pour cette belle saison. Ah, ça m'a fait plaisir. Et puis, est-ce que vous allez en faire d'autres un peu sur Ami Télé, vous? J'ai terminé mardi dernier. Alors tout finit au même moment. Donc là, ça va être un été de repos et de lecture, comme d'habitude. Lecture, bien sûr. Bon, alors on en met tout de suite de côté pour la rentrée? Oui. Gérald, je vous embrasse, je t'embrasse bien fort, et je te remercie encore une nouvelle fois d'accepter d'apporter ton intelligence et ton acuité à cette émission-là. Bon été, merci. Bon été, salut Gérald. Au revoir.
Et on poursuit avec d'autres nouveautés, je vous les ai promis. Par exemple, celle-ci de Victoria Mass. J'ouvre une parenthèse. Oui, elle porte le même nom que Jeanne Mass. Vous savez, cette chanteuse à un moment donné qui avait chanté En rouge et noir et compagnie. Et oui, ben c'est sa fille. Et ça, je l'ignorais alors complètement. Et là, elle nous offre un bouquin complètement différent de ce qu'elle nous avait offert il y a maintenant 2 ou 3 ans. Je suis en train de rechercher. Là, je sais qu'il y en a parmi vous qui me disent « Mais oui, le bal des folles ». Elle nous avait offert ça avait obtenu un tel succès que ça avait même été porté à l'écran. Là, elle nous arrive avec un bouquin historique, une histoire vraie, l'histoire de Joseph Herbelin, qui était un jeune révolutionnaire qui est membre de la Garde nationale en 1794, donc au lendemain de la Révolution, mais on est encore plongé dedans, en tout cas dans la capitale française. Et il est nommé gardien à la prison du Temple. Et dans cette prison-là, il y a les 2 enfants de Louis XVI, Louis-Charles, 9 ans, et Marie-Thérèse Charlotte, 16 ans. Qui y sont détenus. Et là, le voilà tiraillé entre ses convictions et ses sentiments naissants pour la fille du défunt roi. Joseph voit ses certitudes en tant que révolutionnaire voler en éclats quand il voit cette jeune fille enfermée, qui finira par sortir. Et alors, il va s'exprimer, c'est un roman épistolaire, il va écrire à une tante à lui, je crois me souvenir, dans ce livre qui s'appelle, je vous le rappelle, L'orpheline du Temple, signé Victoria Mass, dont voici un extrait. Lettre de Joseph Herbelin. Lettre du 21 décembre 1795. Ma chère tante, voici 2 jours que la princesse Marie-Thérèse de France s'en est allée du Temple. D'après les rumeurs, le convoi n'a pas encore atteint la frontière. Tout Paris demeure dans l'attente de ces nouvelles. Une étrange amertume a succédé ici à la joie de sa libération. Sa présence dans cette forteresse nous était finalement devenue coutumière. Si nous ne la voyions pas, nous la savions néanmoins là-haut, au 3e étage de la grande tour, isolée des regards et de la lumière du jour par une jalousie posée devant sa fenêtre. De la même façon que les phares sont indispensables aux marins, elle était devenue notre repère en plein cœur de la ville, nous indiquant la marche à suivre, nous rappelant son abnégation, relativisant nos malheurs par sa situation. Ceux-là même qui avaient applaudi la mort de ses parents s'enquièrent à présent de son exil vers l'Autriche avec un chagrin qui ne dissimule plus. Je ne les condamne pas. Je suis moi-même de ceux-là. Les temps troublés créent des hommes confus. Croyez bien, chère Céleste, que j'eusse aimé vous écrire plus tôt. J'eusse voulu vous raconter chacune de mes journées au Temple, vous confier la noirceur qui sévit sous mes yeux, ne serait-ce qu'afin d'y croire moi-même. Hélas, dans ce lieu où l'hostilité régnait en maître, les gardiens n'étaient pas moins surveillés que les prisonniers. Une lettre écrite durant la nuit se retrouvait dès le matin saisie. Une confidence naïve pouvait mener un pauvre bougre droit à l'échafaud. Dans chaque recoin, qu'il fût midi ou minuit, des yeux tapis dans l'ombre semblaient nous guetter sans trêve. Nous redoutions nos propos, tout autant que nos silences. Si bien qu'entre ces épais murs de pierre, j'en vins me persuader que nos pensées elles-mêmes étaient épiées. Aujourd'hui, sorti de ce lieu damné, je puis enfin tout vous raconter. L'estime que je vous porte m'encourage à faire preuve de la plus grande honnêteté. C'est pourquoi mon récit prendra certainement quelquefois l'allure d'une confession. Oui, il me faut vous raconter le Temple, afin de ne pas renier ce souvenir, mais surtout, afin de ne jamais en douter. Notre mémoire seule ne suffit pas. Sa pérennité repose sur nos témoins. Aussi me ferez-vous la grâce d'être le témoin, le seul, des 2 années que j'ai passées dans cette tour sinistre. Ces lettres seront mon unique témoignage. Vous choisirez de les conserver ou bien de les brûler. Nul autre à l'avenir ne soupçonnera le municipal que je fus. Je souhaiterais moi-même ne jamais l'avoir connu. Joseph H.
Je vous rappelle le titre L'orpheline du temple, écrit par Victoria Maas et lu par Steve Driesen. On va peut-être inverser, peut-être. On va y aller avec L'or de la nuit, mon amie d'Irène Franck. Elle aussi, on n'attendait pas dans le genre qu'elle nous offre là. Irène Franck nous invite à découvrir Antoine Galland. Antoine Galland, voyageur et orientaliste français qui découvre le texte anonyme d'un conte arabe. Nous sommes au début du XVIIIe siècle qui s'appelle Simbad le marin, puis plusieurs manuscrits de contes attribués, eux, à une inconnue nommée Sherazade. Vous l'aurez compris, on est dans l'univers des contes des mille et une nuits, des contes qu'il va traduire, qu'il va revisiter, qu'il va même réinventer, et qu'il va publier, puisque c'est lui qui les a fait publier au tout début du XVIIIe siècle sous le nom de Les Mille et Une Nuits. Et c'est pour lui une immense surprise de voir que ce bouquin-là va obtenir un succès, le succès que l'on connaît, qui est absolument mondial. Le public ne cesse de lui réclamer de nouveaux contes. D'autres contes existent, il les découvre, mais il y en a d'autres qui ont disparu. Il ne mettra jamais la main dessus. Alors, c'est ce que raconte cette œuvre-là d'Irène Franck, qui est aussi un roman quand même. Hein. C'est comme une fresque, là. C'est ce que je lis dans les pages de Babelio, où s'entrechoquent les intrigues de Versailles, la passion de l'Orient, la passion des bibliothèques. Bref, si vous aimez les bouquins, si vous aimez les contes des mille et une nuits et si vous aimez l'écriture d'Irène Franck, ce livre est pour vous. En voici un extrait, L'or de la nuit. Il ignore toujours ce qui s'est passé quand il est resté enfoui sous les décombres de sa maison. De ces 24 heures, il n'a gardé qu'une sensation vague, celle d'avoir rampé dans des tunnels. Les a-t-il creusés? Se sont-ils formés d'eux-mêmes? Il ne saurait dire. À la langue, il a apprivoisé son cauchemar. Depuis plusieurs années, quand il se voit à demi nu sous la frappe du soleil de Smyrne, quelque chose l'avertit qu'il rêve. Il a alors un sursaut, jaillit de son lit, court à sa fenêtre, la déverrouille et aspire l'air à plein poumon. C'est ce qu'il a fait il y a 3 mois, la dernière fois que le cauchemar est revenu. Sitôt à la fenêtre, il s'est calmé et la réalité a terrassé le songe. Le tremblement de terre remontait à plus de 20 ans. Il se trouvait à Paris, dans la chambre de la pension où il venait de s'installer, après avoir été chassé par l'intendant, dont il avait réuni les collections de livres et d'antiquités. Son nom même lui revenait, Foucault. Enfin, suprême soulagement, tout ce à quoi il tenait était en place autour de lui. Ses livres, ses cahiers, ses plumes, son encrier, et sur les rayonnages de sa bibliothèque, le magnifique agencement de ses dizaines d'éditions originales et manuscrits rares. Il s'était alors recouché, ainsi qu'il avait appris à le faire, en se répétant que le cauchemar ne le visitait qu'une fois par nuit, et qu'il faudrait des semaines avant qu'il ne revienne. À ce mauvais rêve, il ne connaissait pas d'autre antidote que l'air dont il se gorgeait à sa fenêtre. Dès qu'il s'en était abreuvé, il était certain de regagner le paradis du sommeil. La nuit ne lui avait jamais refusé cette grâce. Il l'accueillait en enfant, si confiant que, par exception, il se réveillait tard. Ce soir, il doit s'incliner devant l'évidence. Il n'a pas rêvé. Il se retrouve debout, tout habillé, et face à sa table. Mouvement réflexe, il l'inspecte. À part son chandelier, rien n'a bougé. Puis il voit une tache s'arrondir sur son cahier. Il a dû lâcher sa plume. L'encre dégoutte toujours sur le papier. C'est bel et bien qu'il ne dormait pas. Il se penche, découvre son écriture en étranger et aperçoit son manuscrit arabe. Lui, il le reconnaît tout de suite. Ses livres sont comme ses enfants. À mi-voix, il prononce le mot « Coran », suivi d'un bout de phrase « Avant le cauchemar, je travaillais ». Et ça lui revient. Ensuite, des pierres se sont fracassées contre la façade et il a entendu des hurlements « Galant, feignant, galant, la suite !» Mais pourquoi les entend-il toujours? Ils n'ont jamais dû s'arrêter. Il vacille, repose le chandelier sur la table, retrouve un semblant d'équilibre et avec lui une pensée plus claire. Je suis à Paris, j'ai un toit, et comme s'il avait ouvert la fenêtre et aspiré l'air de la nuit, il est pourtant sûr de ne pas l'avoir fait, il laisse la réalité regagner ses droits.
Je suis à Paris, pas à Smyrne, dans une chambre. Je la loue dans une pension. La voix de Jean-Paul Borde sur le livre d'Irène Frein dont je viens de vous proposer un extrait. Ça s'appelle L'Or de la nuit et c'est également disponible en livre audio sur à peu près tous les catalogues de livres audio. Et si vous ne savez toujours pas comment on fait, vous écrivez simplement par exemple livre audio avec un titre à côté. Vous allez forcément tomber sur tous les catalogues qui vous proposeront ce livre-là. Si vous voyez qu'il est sur Nara, comme c'est un catalogue qui vient de chez nous, qui a été créé ici au Québec, je vous recommande vivement peut-être de prendre un abonnement chez Nara et de découvrir ou plusieurs des livres que je vous présente à l'émission. On va finir cette émission-là avec du québécois pur. Ça a été enregistré dans les studios de Radio-Canada. Ça s'appelle Rose à Lille. C'est écrit par Michel Rabagliati. Et non, il n'a pas fait que dans les dessins animés. C'est un multivoix, et pas n'importe lesquels. Valérie Blais, notamment, Steve Laplante, Gaston Lepage, Denis Michaud, Isabelle Vincent, etc., etc. Et c'est l'histoire d'un père, qui est Paul, en fait. Et Paul décide, à un moment donné, de prendre quelques vacances, et il décide de partir avec sa fille. Voyage à deux sur une île. L'île, c'est l'île verte. On sait à quel point cette île-là, je pense qu'il n'y a pas plus de 50 personnes qui vivent là hors saison. Et c'est comment vous dire, ils vont arriver dans cette maison qui est une belle maison, mais qui n'est pas exceptionnelle. Par contre, la vue, elle, est complètement sidérante. Paul va donc passer une semaine avec Rose, sa fille, au chalet, au bord de l'eau, comme dans le bon vieux temps, mais ils ont vieilli, tous les deux. Et puis, entre deux, il y a eu tous ces deuils. Les parents de Paul sont morts. Il s'est séparé de Lucie, le deuil de la belle famille. Donc, et finalement, il va traverser comme une espèce de période difficile et il va avoir envie de se retrouver avec sa fille de 23 ans dans ce chalet sur l'île verte. Extrait de ce livre dont je retrouve le titre tout de suite, Rose à Lille. C'est nos toutes premières vacances père-fille. Rose va avoir 23 ans après-demain. C'est beau ce chemin de terre-là. Check les fleurs à droite. Wow! Si c'était pas de ma fille, j'aurais jamais mis les pieds ici cet été. J'ai pas l'habitude de me lancer dans ce genre de projet-là. Je sors jamais de mon trou. Ça va sûrement me faire du bien. Ma dernière année, ça a juste été de pédaler dans tous les sens. Les festivals BD de Québec, d'Amiens, celui de Lyon le mois dernier, puis les obsèques de pas au retour. Je suis vidé ben raide. Bon, ça bardasse pas trop en arrière. Gisèle puis Raymond sont corrects? Ouais, ils sont OK, mais Raymond a l'air un peu freaked out. Devait être écœuré, ça fait presque 7 heures qu'on roule. C'est pas drôle pour des perruches. On arrive, les bébés. C'est-tu ici? Ben, c'est l'adresse sur le papier, en tout cas. Bon, ben, go, on y va. Je te suis. Wow! La vue est directe sur le fleuve. Vraiment beau. Ah, puis le chalet est cute. Faut que j'aille aux toilettes, ça presse. Ben là, Rose, y a plein d'affaires à sortir de l'auto. Ouais, mais j'ai trop envie, là. Ah, c'est toi, ça. Faut toujours que tu fasses un numéro 2 quand t'arrives quelque part. Je marque mon territoire. Papa, je comprends pas cette grosse toilette en fer-là, elle est weird. Comment ça? Wow, c'est quoi cet engin-là? Ah, attends, il y a un papier ici. Ah, ben ça, c'est spécial. C'est une toilette sans eau. Écoute ça.
1, mettre filtre de papier dans la toilette. 2, faire ce qu'on a à faire. 3, flusher avec la pédale. Et 4, peser sur le piton pour commencer l'incinération qui dure 60 minutes. C'est bien, Ah, puis quand le réservoir est plein à moitié, on peut mettre les cendres dans le jardin. C'est pas merveilleux? Ben voyons, on va faire nos besoins là-dedans tous les jours. Ah ben l'air, mon chou. Bon, OK, merci. Bye-bye, là, sors. Rose à Lille, écrit par Michel Rabagliati. Je pense avoir reconnu les voix de Valérie Blais et de Steve Laplante dans cet extrait-là. Voilà ce qui met un terme à cette dernière émission de la saison. Merci beaucoup à vous qui êtes des fidèles de l'émission des livres plein les oreilles, que ce soit en podcast ou que ce soit en nous écoutant sur un Canal M, puis peut-être via le câble ou via Google, via YouTube, via ce que vous voulez, parce qu'on peut nous écouter partout. Je m'appelle Clotilde Sey, je suis épaulée par Mathieu Tessier et on espère bien vous retrouver à la rentrée. Alors bon été tout le monde.